Alors pourquoi cette photo m'a frappé? Cette photo, je l'ai vue dans une exposition sur l'armée et la photo au musée de l'armée français. Et tout d'un coup, je tombe sur cette photo qui était parue en 1891 dans le magazine L'Illustration. Et je comprends très vite que c'est la première photo par laquelle le public français a pu voir les atrocités de la conquête coloniale en Afrique subsaharienne par les troupes françaises. Alors, c'était en quelle année? 1891, c'est-à-dire que pour des raisons techniques, hein, parce qu'avant les appareils photo étaient trop gros, peu mobiles, à partir de ces années-là, les dimensions commencent à se réduire, des explorateurs, des gens qui accompagnent les soldats français en opération peuvent commencer à transporter leur matériel avec eux, et donc cette photo est la première. Et elle est publiée dans l'Illustration. Sans que, apparemment, ça cause un émoi particulier dans la France de l'époque. Alors, j'ai commencé à creuser autour de la photo et autour de l'article d'accompagnement. Oui, c'est là que vous avez mené votre enquête. Vous avez commencé à mener votre enquête. À creuser autour, parce que l'article racontait un peu l'ambiance des conquêtes coloniales de l'époque. Il y avait un certain Donc là, c'était au Soudan français. Oui, ce qu'on appelait le Soudan français, c'est-à-dire aujourd'hui, ça regroupe aujourd'hui le Sénégal, le Mali, le Niger. Le Niger, le Burkina. À l'époque, ça s'appelait le Soudan français. Et donc, ben voilà, j'ai dégagé une série de lieux, d'événements, de personnages. Et au fond, ce qui m'a fasciné, c'est de me rendre compte que cette histoire, qui a été une histoire importante à l'époque, la manière dont la France s'est appropriée, a conquis ces pays qui ensuite ont constitué son empire, c'est de me rendre compte que cette histoire, je n'en connaissais rien. C'est-à-dire qu'on ne m'en avait rien appris. À l'école, par exemple. Ni à l'école, et pourtant j'écoutais à l'école, j'étais un bon élève, ni au collège, ni au lycée, ni par la suite. Ni par les historiens? Ni par les historiens. C'est là que vous découvrez en fait cette fabrique de l'oubli. En quoi consiste-t-elle? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, je pense qu'il y a un phénomène général, si vous voulez, c'est que ce qui se passe en Afrique n'intéresse pas les Français. D'abord, pour une première raison, c'est que dans les conquêtes coloniales françaises, finalement, très peu de familles françaises ont été impliquées. Une colonne de conquête, c'était des milliers de Noirs, d'Africains, de tirailleurs sénégalais et d'auxiliaires des tirailleurs qui étaient tout au bas de l'échelle hiérarchique. Mais au sommet, vous aviez peut-être 10 officiers et sous-officiers français. À la différence, par exemple, de l'Algérie. Hein, c'est le point de comparaison qui vient tout de suite, où toute une génération entière a été concernée par la guerre d'Algérie. Finalement, les conquêtes coloniales d'Afrique subsaharienne ont concerné peu de monde. Donc ça n'a pas pénétré le corps social français. Et ensuite, il faut bien dire qu'il y a une occultation d'État. Alors ce massacre-là, qui n'est pas le pire, hein, parce que là, on a un massacre en 1891, on a des auxiliaires de l'armée française qui ont coupé les têtes des guerriers ennemis pour les apporter à leurs officiers français, pour montrer qu'ils ont fait le travail, si je peux me permettre de parler ainsi. Il y a eu 6 millions de Congolais tués au Congo belge aussi. Voilà, c'est pas le pire. Donc celle-là, c'est pas la pire. Oui. Le pire épisode, si vous voulez, pour ce qui concerne la France, c'est 10 ans plus tard, ce qu'on a appelé la colonne Voulais-Chanoine. Donc c'est la colonne partie du Sénégal pour aller conquérir le Tchad et surtout y arriver avant les Britanniques, puisqu'il y a une compétition évidemment entre les puissances coloniales à cette époque. Et alors là, vous allez avoir des massacres par milliers, par dizaines de milliers sans doute, par les Français dans des conditions particulièrement atroces et avec aussi, alors des têtes coupées, des mains coupées. On a, que les Français ont, comme les Belges, coupé des mains, même si on s'en dit toujours les Belges, mais les Français aussi. Et voilà, cette colonne Voulais-Chanoine va se terminer d'une façon tout à fait atroce. Les deux capitaines, Voulais et Chanoine, vont descendre un colonel français qui était, à la demande du gouvernement, parti leur retirer le commandement de la colonne parce qu'ils en avaient trop fait.
Ils vont être ensuite eux-mêmes descendus par leurs tirailleurs sénégalais qui héroïquement se sont rebellés contre eux. Donc ça a été absolument horrible. Et ça a été ensuite étouffé par la suite. Ça a été étouffé par le gouvernement. Et, le gouvernement a refusé une commission d'enquête. Et voilà. Et finalement, ça commence là. Il y a un autre épisode, une quinzaine d'années, 5 ans plus tard, en 1905, qui met en scène Savorgnan de Brazza. Alors Savorgnan de Brazza, gloire française à l'époque. C'est vu d'ici, effectivement. L'explorateur aux pieds nus qui a conquis le Congo français sans tirer un coup de feu par la négociation, par la patience, etc. Et c'est vrai. C'est pas une légende coloniale, ou c'est une légende coloniale exacte. Savorgnan de Brazza, totalement oublié aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à découvrir tout ça, j'ai demandé autour de moi à des amis journalistes, historiens, mais Savorgnan de Brazza, ça te dit quelque chose? Mais non, ça parle à personne. Ça parle à personne. Alors qu'il était immensément populaire à l'époque. On parle bien de crimes contre l'humanité. Oui. Est-ce que la France a reconnu ces crimes aujourd'hui? Jamais. Jamais, cette histoire n'a jamais été écrite. Alors on dit il faut pas aller chercher des repentances, etc. Je ne sais pas s'il faut aller chercher des repentances, mais en tout cas, cette histoire n'a jamais été racontée ni écrite. Les Français ne la connaissent pas. Et quand j'ai vu cet été, par exemple, la manière dont la France était chassée du Niger d'une façon, il faut bien le dire, très, très, très violente de la part des putschistes nigériens, après l'avoir été du Mali, hein, en début de journal. On parlait du Mali dans votre journal. J'ai pensé, mais je veux dire, jamais la relation ne pourra être normalisée ou apaisée tant que cette histoire n'aura pas été racontée et écrite en France. Il ne s'agit pas de repentance. Dans un premier temps, il s'agit juste de dire ce qui fut. Vous évoquez aussi dans votre livre les répercussions de la colonisation française sur la société actuelle. L'affaire Naël, par exemple. Oui, ben l'affaire Naël, si vous voulez, a fait ressurgir, si vous voulez, une espèce d'inconscient colonial chez certains élus politiques qui ont mis en cause les uns disaient oui, mais les jeunes émeutiers sont français. Et vous avez eu des élus qui ont répondu oui, ils sont français, effectivement, ils sont français administrativement, mais tout s'explique par leurs origines ethniques. Donc cette histoire est encore vivante dans la société d'aujourd'hui. Elle a aussi ressurgi. Il faut des événements, si vous voulez, pour que l'histoire ressurgisse. L'affaire George Floyd a été extrêmement importante, et importante aussi pour moi. Si vous voulez, je ne m'étais jamais intéressé spécialement, personnellement, à ces histoires de statut. Et du début. On en a beaucoup parlé. J'imagine. Il y a quelques années, ce déboulonnage de statuts. Et j'imagine que vous en avez parlé ici. Ah oui, complètement. Est-ce que le fait que ces histoires soient racontées, soient enseignées dans nos écoles, aurait pu changer la donne aujourd'hui? Ça me paraît évident. Ça me paraît évident d'abord que tous les enfants aujourd'hui qui sont en France et qui sont issus des territoires de ces anciennes colonies françaises se sentiraient certainement mieux à leur place, mieux acceptés, mieux intégrés dans un pays où ces histoires leur auraient été enseignées. Et aujourd'hui, où en est-on en France? Ah ben nulle part. Non, mais alors, attention. Je pense que beaucoup de chemin a été fait sur la colonisation en général. Et notamment sur la colonisation nord-africaine. Et subsaharienne? Mais subsaharienne, rien du tout. Et d'une certaine façon, même si ce n'est pas très politiquement correct de le dire comme ça, je pense que le travail mémoriel qui a été fait sur la colonisation et la décolonisation de l'Afrique du Nord, du Maghreb, a fait écran, d'une certaine façon, aux recherches et au travail mémoriel sur l'Afrique subsaharienne.